Bonjour à tous, l'arrivée de l'IA renverra-t-elle les femmes à la cuisine? C'est la question polémique sur laquelle je vais m'attarder dans cette vidéo. Probablement comme vous, j'ai vu passer beaucoup de contenus sur le sujet de l'IA ces derniers mois. La grande majorité de ces contenus étant des réactions à des lancements de nouveaux outils. Une petite minorité de vidéos, comme celle réalisée par mon collègue Ralph de La Cartouche, tente un peu de philosophie sur la notion d'intelligence et calme les ardeurs des amoureux de technologie. Mais ce débat technocentré pourrait nous faire oublier que derrière la question de l'IA se joue une question sociale, que l'IA n'est pas qu'une pure élucubration de chercheurs, mais une technologie vouée à s'incarner et donc potentiellement à changer des métiers et des vies. En somme, qu'il faut penser les conséquences sociales de l'IA. C'est modestement ce que je me propose de faire ici en m'intéressant au cas spécifique des femmes dans l'IA. On va peut-être commencer par le côté positif de l'affaire. Si les technologies liées à l'IA explosent, les femmes y ont-elles un rôle à jouer? Peut-on espérer que des postes d'ingénieurs en IA ou en recherche associés à l'IA se multiplient pour les femmes? Pour le dire de manière un peu provocante, les progrès du féminisme entre les années 90 et les années 2020 permettent-ils d'espérer que les femmes d'aujourd'hui ne ratent pas le virage de l'IA, contrairement aux femmes d'hier qui avaient raté le virage Internet? Les données actuelles ne permettent hélas pas de l'espérer. J'ai lu quelques rapports sur ce sujet que je mettrai en description. Selon les données du Parlement européen, actuellement, il n'y a que 19% de femmes dans les métiers de l'informatique en Europe et environ 21% en France. Le taux d'arrêt de carrière dans le milieu de l'informatique est aussi supérieur chez les femmes que chez les hommes. Un rapport de l'entreprise d'audit Deloitte donne un éclairage complémentaire sur l'évolution des emplois dans la tech. Entre 1997 et 2021, l'écart entre le nombre d'employés masculins et féminins du secteur informatique s'est creusé. Et de manière plus intéressante encore, le rapport anticipe que le nombre d'emplois féminins dans le secteur informatique va continuer à croître, mais à un rythme plus faible que celui des emplois masculins. Pour être complet, j'ai trouvé dans une autre étude du Turing Institute le chiffre de 88% d'hommes à l'échelle mondiale qui sont dans le sous-secteur de l'IA. Donc les chiffres européens de tout à l'heure qui sont sur le secteur de l'IT, donc en fait tout ce qui est technologie de l'information, est peut-être surestimé. Et si on va chercher dans des rôles encore plus proches de la recherche et de la technique pure du deep learning, du machine learning et de tout ce qui permet de faire l'IA, eh bien typiquement, les expertes en IA, apparemment, il n'y en aurait que 4% de femmes selon un sondage de la plateforme informatique Stack Overflow. Tout cela pour en arriver où? Eh bien que si l'IA s'avère créateur d'emplois, il sera surtout créateur d'emplois pour les hommes, au moins dans un futur proche. Une conclusion que l'on peut aussi lire dans un document de l'UNESCO, je cite, la conception des technologies, les lacunes en matière de données en fonction du sexe, ainsi que la vitesse, la portée et l'échelle permises par l'IA peuvent toutes contribuer à aggraver la situation des travailleuses si cette question ne fait pas l'objet d'une attention active. C'est une traduction faite par DeepL, qui est un logiciel qui utilise de l'IA pour faire des traductions, comme quoi je reste dans le thème jusqu'au bout. On va s'attarder maintenant sur ce qui est probablement le problème de fond de l'IA. Si l'IA est mal utilisée, c'est-à-dire utilisée uniquement dans un but de réduction des coûts et de maximisation des profits, l'IA peut engendrer des disparitions d'employés dans des pans entiers de l'économie. Cette crainte n'est en réalité pas complètement nouvelle. Au gré des fantaisies, on pourrait brandir le ludisme ou la France contre les robots de Bernanos comme précédent historique. Le fait est qu'on assiste depuis la révolution industrielle à la disparition de certains emplois et un remplacement par une forme d'automatisation. Il y a un débat serpent de mer que je ne vous rejouerai pas ici sur l'aptitude à remplacer certains métiers par de nouveaux métiers et sur le fait que les nouveaux métiers sont occupés par des gens en reconversion depuis un métier automatisé. Selon la banque Goldman Sachs, c'est historiquement un effet plutôt observable, mais qui est de moins en moins clair sur les dernières décennies. Alors qu'est-ce qui a changé depuis l'époque de Bernanos et de la France contre les robots? Eh bien, en fait, l'élément nouveau, c'est le changement de public. Des gens qui se croyaient jusque-là à l'abri sont désormais inquiétés par l'évolution technique. L'employé de bureau qui se croyait à jamais irremplaçable à cause de sa contribution cérébrale en tête.
Or, un outil de traduction dopé à l'IA peut réduire par 10 le besoin en traducteur. Or, un outil de génération d'images de stock peut réduire par 10 le besoin en photographe d'images de stock. Or, un outil d'écriture automatique de courrier de réclamation ou d'acte notarié peut réduire par 10 le besoin en juriste et en notaire. Et je m'arrêterai à ces quelques exemples, mais la liste des métiers automatisables est potentiellement fort longue. On a déjà des débuts de tendance sur ce sujet. Je vais m'appuyer en particulier sur les observations réalisées par la banque Goldman Sachs et sur des projections du World Economic Forum qui sont étonnamment et pour une fois en désaccord. Alors commençons par les prédictions de Goldman Sachs. Dans un rapport d'une vingtaine de pages, la banque considère que les 2 tiers des emplois sont menacés par une automatisation partielle, ce qui très concrètement veut dire un risque de réduction d'effectifs. Une part, heureusement assez mineure des emplois, est même menacée d'une automatisation à plus de 50%. C'est ce qu'on voit tout à droite sur ce graphique. On a dans ce même document un découpage par type de métier concerné, je vais y revenir juste après, mais ce travail, même s'il est spéculatif, est fait assez sérieusement à mon avis. A l'inverse, on trouve un son de cloche étonnamment optimiste dans les prédictions du World Economic Forum sur un rapport sur l'emploi dans le monde en 2023, un rapport de 200 pages, je vous le mets aussi en description. Selon le sondage sur les entreprises réalisé par le forum, l'IA devrait créer des emplois plutôt qu'en détruire. Le travail du World Economic Forum me semble beaucoup moins abouti et précis que celui de Goldman Sachs, notamment parce qu'il ressemble beaucoup plus finalement à une sorte de sondage sur des grands chefs d'entreprise qui sont à mon avis plutôt éloignés du constat réel de quel type de métiers sont automatisables ou non. Dans la même veine, j'ai entendu ici ou là des articles de presse affirmer que si l'IA affectait des emplois, les femmes en seraient les premières victimes selon l'expression consacrée. Par exemple, voici ce qu'on peut lire sur Bloomberg. Et je me suis dit que j'allais vérifier cette affirmation en utilisant les données issues du rapport de Goldman Sachs et les données du Bureau américain des statistiques du travail, qui est un petit peu l'équivalent américain de notre DARES française. Vous me connaissez, j'ai donc rempli quelques onglets sur un tableur afin de mieux comprendre de quoi il retournait, et je vais me contenter de vous donner les principaux résultats. Pour commencer, j'ai été moi-même surpris, mais il n'y a pas d'effet majeur du niveau de rémunération sur la probabilité d'automatisation. Ce qui veut dire que des métiers très différents sont touchés et que le statut de cadre ne protège pas visiblement de l'automatisation. Ensuite, il est évident que certains métiers concentrent le risque d'automatisation. Je vous l'ai d'abord affiché sur un camembert pour que vous voyez les métiers féminins les plus affectés par l'IA aux USA. Chaque chiffre du camembert représente le nombre d'emplois menacés en millions. Et pour bien comprendre d'où viennent les éventuels écarts hommes-femmes sur le sujet, j'ai tracé un histogramme pour chaque sexe. Vous constaterez que les plus gros contributeurs à l'écart de perte d'emploi pour les femmes sont les métiers de bureau, les métiers du domaine médical et les métiers de l'éducation. Les métiers de bureau à eux seuls contribuent à un déséquilibre de 3,1 millions d'emplois féminins. Quelques remarques sur les limitations de ces observations pour les puristes. Premièrement, ces calculs s'appuient sur des prédictions de Goldman Sachs, donc leur validité est évidemment conditionnée par la qualité des prédictions. Deuxièmement, il y a une hypothèse, c'est qu'au sein d'une même classe de métiers, l'automatisation est paritaire. Cette hypothèse peut s'avérer fausse très vite. Il est possible qu'au sein des métiers de bureau, certains métiers féminins comme la communication soient facilement automatisables ou à l'inverse que ce soit des métiers de développeurs très masculins qui soient automatisables. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faudra vérifier. Et troisième bémol, les données ont été calculées aux USA parce que la conversion des catégories socio-professionnelles américaines dans leur équivalent français est pas du tout immédiate. On n'a pas forcément les mêmes regroupements de familles de métiers. Ces limitations étant précisées, on peut donc supputer qu'effectivement l'IA menace en priorité les métiers du tertiaire et notamment les emplois de bureau avec des horaires réguliers qui aujourd'hui sont souvent occupés par des femmes. Et encore, il ne s'agit là que des métiers visibles. Car oui, je compte aussi parler de certains métiers moins visibles, des métiers qui aujourd'hui sont souvent pratiqués au noir ou en dehors d'un cadre administratif clair, en tout cas qui ne sont pas répertoriés aussi clairement que des métiers de bureau. Vous l'avez peut-être constaté, mais la démocratisation d'Internet a permis à des tas de gens de se fabriquer des revenus en ligne. Pour certains, c'est le poker, pour d'autres des achats-reventes sur Le Bon Coin ou Vinted, pour d'autres encore ce sera le streaming de jeux sur Twitch, et l'une des options qui existent sur Internet pour obtenir des revenus, ce sont les contenus dits de charme.
Je vais parler de charme pudiquement, mais l'étendue de ce mot peut recouvrir tout depuis des photos Instagram jusqu'à des contenus pour adultes extrêmement violents, en passant par des réseaux sociaux de photos d'effeuillage. Le charme sur Internet, c'est un tiers de la bande passante mondiale et une contribution économique assez floue, mais au bas mot de quelques dizaines de milliards pour un pays comme les États-Unis. Alors entendons-nous, il y a bien sûr un biais du survivant puisque la plupart des histoires qui nous parviennent de ce milieu sont celles de ce qu'on appelle des réussites financières. Typiquement l'histoire d'une caissière de supermarché reconvertie qui perçoit ce qui était précédemment son salaire annuel tous les mois. On a même entendu des histoires sordides de maris qui poussaient leurs femmes à se livrer à ce genre de commerce lucratif, précisément parce qu'il était beaucoup plus rémunérateur que tous les métiers disponibles dans la région où ils habitaient. Bref, en laissant de côté un jugement moral sur la question, il faut tout de même convenir que ce domaine peu régulé est une manne financière quasi exclusivement féminine, et ma prédiction c'est que l'IA va faire disparaître cette manne financière. Je pense que l'IA ne sera pas la seule à la faire disparaître, car vous noterez que l'UE cherche en ce moment à réguler ce secteur d'activité, mais l'IA va contribuer à sa disparition. On a assisté récemment à l'apparition de copines virtuelles dopées à l'IA, faites sur mesure pour une créatrice d'OnlyFans. Et vraisemblablement, ce type de pratique va se répandre rapidement. Il est aussi possible de produire des images extrêmement réalistes avec toutes sortes de requêtes entraînées sur mesure. Il y a déjà des sites comme Hugging Face qui regorgent de modèles dont certains sont clairement voués à concurrencer au moins partiellement des images érotiques de bandes dessinées, de mangas ou autres. D'ores et déjà, de faux comptes peuvent techniquement être alimentés de manière illimitée avec des nouvelles photos générées à volonté. Et il n'y a pas de doute qu'à terme, ce contenu pourrait présenter une concurrence illimitée et automatisée. Le futur du secteur d'activité pourrait ressembler au film Her, que je vous recommande d'ailleurs. Quels enseignements tirer de ces modestes statistiques ? D'abord, il est probable que l'IA, notamment l'IA générative, ait de fortes conséquences socio-professionnelles. Des métiers peuvent être amenés à disparaître, d'autres à changer radicalement de forme. Il semblerait à ce stade que les métiers féminins soient beaucoup plus automatisables que les métiers masculins. Ce qui est d'autant plus problématique que les métiers de l'IA et de la tech qui pourraient embaucher ne sont pas prisés par les femmes. On pourrait faire un raccourci et dire que la venue de l'IA va renvoyer les femmes au foyer. Et ce raccourci serait cruel, mais pas complètement faux à moyen terme si on en croit les statistiques développées ici. Encore que cette phrase n'aurait de sens que s'il existait encore des foyers, or c'est de moins en moins le cas. Tout se passe donc comme si nous assistions à une sorte de double dépossession féminine. Dépossession de la capacité à avoir une famille, mise au profit de l'aptitude à rentrer dans le moule du salariat, puis quelques décennies plus tard, dépossession de l'aptitude au travail salarié, ce qui finalement revient à une dépossession presque totale. Et qu'on se comprenne bien, lorsque je parle de dépossession, ce n'est pas simplement une évolution naturelle et spontanée, quelqu'un possède vraiment l'automate qui remplace des employés. Ce n'est pas une disparition de la force de travail, c'est une réappropriation et vraisemblablement une recentralisation. Vous ne posséderez rien, mais quelqu'un d'autre possédera ce que vous possédiez jadis. La propriété ne disparaît pas, elle se redistribue. Si vous avez encore 2 minutes à m'accorder, j'ai quelques annonces à vous faire. La première, c'est que le projet de réédition de Chesterton avance bien. Ceux qui avaient commandé la version électronique du livre l'ont normalement reçu. Les livres audio devraient arriver sous peu. Je suis en train de finir le montage. Et les livres papier, je les reçois demain. Donc demain, j'ai 410 kilos de livres à monter chez moi. Et vous les aurez le plus vite possible, mais probablement d'ici la fin du mois. J'en profite d'ailleurs, j'ai quelques adresses postales qui me paraissent être erronées. Donc si c'est le cas, je vous ai envoyé normalement via Tipeee un message pour vous demander une confirmation. Alors ça peut être d'une coquille tout bêtement ou peut-être un peu plus grave, un remplissage automatique du navigateur internet. Dans tous les cas, vous avez normalement reçu un message sur la messagerie de Tipeee. Donc s'il vous plaît, regardez cette messagerie juste pour vérifier, ça facilitera mon travail. On avait prévu également dans le cadre de cette réédition une conférence sur la pensée de Chesterton. Elle aura lieu le 29 juin, c'est le traducteur qui va la donner, et elle fera un focus sur la résignation stoïcienne. On réfléchit par ailleurs à un cycle de conférences d'approfondissement
sur l'aspect révolutionnaire et viril du christianisme. Je vous en reparlerai le moment venu. Dernière annonce, c'est un coup de pub pour la chaîne du Hussard qui fait des vidéos de critique et d'histoire littéraire. Il a décidé de lancer une maison d'édition qui va éditer des jeunes auteurs de fiction et il ouvre le bal avec un texte intitulé Pays réel que j'ai pu lire en avant-première et qui est une grande fresque historique. Donc si vous avez aimé les récits de bataille qu'on peut trouver dans Guerre et Paix ou on peut trouver chez Stendhal, eh bien vous allez être comblé. Le tout avec quelques éléments futuristes et extrêmement bien écrit. Je ne vous en dis pas plus, c'est un livre qui devrait vous plaire. En tout cas, je vous invite à aller regarder le site de sa nouvelle maison d'édition qui s'intitule La Giberne. Et je profite de l'occasion pour le remercier d'ailleurs pour sa contribution au projet de réédition de Chesterton. Merci à vous pour votre écoute, merci pour votre fidélité et à très bientôt.